Aujourd'hui les gars, on va parler de mon sujet préféré. Est-ce que vous avez deviné, vous avez cliqué sur ce podcast ou cet épisode sur YouTube, donc vous savez de quoi on va parler, mais c'est effectivement mon sujet préféré. Aujourd'hui on va parler des aspects, et en fait je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour vous en parler, parce que j'ai aucune vidéo YouTube, j'ai quasiment pas de post Instagram, et j'ai aucun épisode de podcast sur les aspects, alors que c'est littéralement mon sujet préféré en astrologie. Et là tu vas te demander, mais Amina, pourquoi c'est ton sujet préféré? Est-ce que tu peux nous expliquer? Je vais tout te dire. C'est mon sujet préféré parce qu'en fait, grâce aux aspects, tu peux vraiment avoir des analyses qui vont être méga, hyper profondes, détaillées. Et en fait, les aspects nous permettent vraiment d'avoir un niveau d'interprétation supérieur. Parce que j'ai vraiment le sentiment que les personnes qui sont en autodidacte, le premier truc qu'elles apprennent à faire, c'est interpréter les planètes en signe d'abord et puis ensuite en maison. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut réussir à faire par soi-même, j'ai l'impression. Et ce que j'ai remarqué en donnant le mentoring astro-intensif d'ailleurs, les portes sont ouvertes, donc tu peux encore t'inscrire jusqu'au 3 mai. Le mentoring astro-intensif, si jamais tu ne sais pas et que tu débarques, c'est mon accompagnement sur 6 mois pour te former à la lecture de thème natal, donc pour apprendre à lire un thème natal, tout simplement pouvoir l'utiliser dans ta profession, avec tes clients, devenir astrologue, etc. C'est qu'en fait, les étudiants du mentoring astro-intensif arrivent au module sur les aspects. Alors c'est un gros module qui est compliqué parce que les aspects c'est un sujet compliqué et on va en parler aujourd'hui d'ailleurs. Je remarque en fait qu'ils sont tout le temps émerveillés en fait de toutes les informations qu'ils ont en plus à leur disposition quand ils étudient les aspects. Et c'est vrai qu'apprendre à interpréter les planètes en signes, c'est un peu un premier niveau d'interprétation d'un thème. T'as pas nécessairement besoin de te former à l'astrologie de façon professionnelle pour interpréter les planètes en signes et en maison, mais par contre c'est vrai que pour interpréter les aspects, c'est quand même plus compliqué. J'ai remarqué par expérience que les personnes qui sont plus matheuses que littéraires ont plus de facilité avec les aspects parce que c'est quand même assez... Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que c'est assez logique, technique, tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais je pense que vraiment, il faut avoir une certaine forme de gymnastique mentale qui est nécessaire pour vraiment pouvoir interpréter les aspects. Et donc, c'est mon sujet préféré tout simplement parce qu'en fait, un aspect peut venir complètement modifier l'interprétation d'une planète en signe. Et vraiment là j'insiste parce que c'est un truc de ouf à chaque fois que j'ai quelqu'un qui me dit « Ah c'est marrant, moi j'ai telle planète dans tel signe, mais en fait je me reconnais absolument pas dans ce placement. » Et franchement 99% du temps, et je rigole pas, hein, c'est parce qu'en fait cette même planète est en aspect avec une autre planète qui vient complètement modifier l'énergie de la planète. Et moi je dirais même en fait toujours, et c'est quelque chose que je dis tout le temps aux étudiants du mentoring astro-intensif, c'est que un aspect, pour moi, prime sur l'interprétation de la planète en signe. Voilà. Donc la planète en signe va venir colorer la planète d'une certaine manière, donc avec une certaine énergie, c'est-à-dire que la planète c'est le quoi, le signe c'est le comment la planète va agir, donc comment le quoi va se manifester, mais c'est vrai que l'aspect va vraiment venir complètement bouleverser, modifier à un tel point que ça prime sur l'interprétation de la planète en signe. Alors, je fais un petit disclaimer, si jamais tu n'as jamais entendu parler des aspects, c'est peut-être pas un épisode pour toi, parce que je pense que si tu n'as jamais entendu parler des aspects, c'est parce que tu es débutant complet en astrologie et que les aspects, c'est pas nécessairement pour les débutants complets. Si tu es débutant complet, je t'invite vraiment, j'ai fait je sais pas combien de vidéos sur YouTube sur mon guide pour les débutants en astro, comment est-ce que je me formerais en astro si j'étais autodidacte, etc. Donc je te conseille vraiment d'aller regarder sur YouTube. D'ailleurs, tous les gens qui m'écoutent sur Spotify ou Apple Podcast, je vous aime. Mais si vous en avez la possibilité, allez me regarder sur YouTube parce que c'est fun. Voilà, allez me regarder sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un petit commentaire parce que quand vous mettez un commentaire sur YouTube, et d'ailleurs quand vous vous abonnez au podcast sur Spotify ou sur Apple Podcast, c'est comme si vous tapiez sur l'épaule de YouTube ou de Spotify ou d'Apple Podcast ou de Deezer, enfin ce que vous voulez, et que vous disiez à YouTube, Spotify, Apple Podcast, Deezer, et coucou, ce contenu il est trop cool, tu devrais le montrer à d'autres personnes. Voilà, c'est un petit peu l'effet que ça fait, donc si vous pouviez le faire, si vous appréciez ces épisodes, ça m'aiderait énormément. Mais tout ça pour dire que si t'as jamais entendu parler des aspects, c'est peut-être pas un épisode pour toi. J'ai plein d'autres épisodes, notamment des épisodes pour débuter avec l'astrologie sur les énergies des planètes. J'ai fait des épisodes sur Vénus, sur Mars, sur la Lune, sur le Soleil, donc je te conseille vraiment de commencer par là. Voilà. Donc je dirais vraiment que c'est pas un épisode pour toi si tu n'as pas des connaissances solides sur l'énergie des 10 planètes. Ça, c'est super important de le comprendre parce que les aspects sont avant tout planétaires et que quand on va venir analyser l'aspect que font deux planètes,
eh bien, on va avant tout en fait mélanger l'énergie de telle planète avec l'énergie de telle planète. Et c'est pour ça que c'est super important d'avoir une connaissance approfondie, multidimensionnelle des énergies des 10 planètes. Donc ça veut dire que ta connaissance de Vénus, par exemple, ça va au-delà de « alors c'est la planète de l'amour et de la beauté ». Ok ? Faut vraiment que tu comprennes l'énergie de Vénus au-delà de ça. Et j'ai un épisode sur Vénus si jamais tu veux aller plus loin. Alors maintenant, la question en fait, c'est comment est-ce qu'on fait quand on commence, on veut analyser les aspects de son thème astral, comment on fait en fait? Parce que ça peut être hyper overwhelming. On se sent dépassé par les événements parce qu'on voit que, oh mon Dieu, j'ai Saturne en Poisson, en carré à Vénus en Sagittaire, maison 12, maison 9. J'invente, hein. Du coup j'invente au fur et à mesure. Comment est-ce que je fais, Amina, pour analyser ça? La méthode que je donne dans le mentoring astro-intensif et dans toutes mes formations d'ailleurs, hein, parce que c'est comme ça que je procède, c'est qu'en fait je décortique l'analyse des aspects. Tu vas pas commencer par analyser l'aspect de la planète en signe et dans la maison, parce qu'en fait, genre littéralement, c'est pas possible de fonctionner comme ça quand on débute, ok? Donc la première chose, c'est qu'on va venir décortiquer. Les aspects sont avant tout planétaires, comme je te l'ai expliqué. Et c'est donc en fait l'aspect de planète à planète, c'est ce que j'appelle, notamment dans le mentoring astro-intensif, le premier niveau d'interprétation. Le tout premier niveau d'interprétation, c'est juste de se dire, ok, on a Saturne qui est en contact avec Vénus. Si je réfléchis à un contact entre l'énergie de Saturne et l'énergie de Vénus, qu'est-ce que ça pourrait donner? Ça, c'est une interprétation qui va déjà te donner des infos, donc pas des infos hyper précises parce qu'on va y arriver petit à petit. Mais si tu démarres ton étude des aspects, prends ton thème astral et regarde juste, par exemple, commence par ton soleil ou commence par ta lune et regarde avec quelle planète est-ce que mon soleil est en contact. Est-ce que mon soleil est en contact à Uranus? D'accord, donc je connais l'énergie du soleil, je sais ce qu'il représente, je vois qu'il est en contact avec Uranus, je connais l'énergie d'Uranus, je sais ce qu'elle représente, qu'est-ce que ça pourrait donner? Et là, tu listes, tu procèdes par mots-clés, t'associes, t'y réfléchis, voilà, tu te creuses un peu les ménages. Donc ça, c'est le tout premier niveau d'interprétation de planète à planète. Ce que j'appelle le deuxième niveau d'interprétation, c'est qu'on va venir ajouter la nature de l'aspect. Et ça, c'est pour moi le niveau d'interprétation le plus important. C'est quand tu vas venir interpréter, par exemple, j'ai mon soleil en trigone à Uranus. Donc la nature de l'aspect, c'est la qualité de l'aspect, donc est-ce que c'est une conjonction, est-ce que c'est un carré, est-ce que c'est une opposition, est-ce que c'est un trigone, est-ce que c'est un sextile? Donc ça, c'est les 5 aspects majeurs. Je te conseille de commencer par là et de t'intéresser aux aspects mineurs une fois que tu auras maîtrisé les aspects majeurs, parce que j'ai oublié la conjonction? Non, j'ai pas oublié la conjonction. Bref, conjonction, carré, opposition, trigone et sextile. Oui, j'avais déjà dit les 5. Désolée, je suis trop excitée les gars, en plus. Bah, vous avez vu, hein, j'ai bientôt fini mon café. Enfin non, vous le voyez pas, mais je vous le dis, croyez-moi sur parole, j'ai bientôt fini mon café, donc je suis un peu genre hyped up. On laisse de côté les aspects mineurs pour le moment. Il y a le quinconce qui fait un peu exception parce que je l'enseigne dans le mentoring astro-intensif, c'est un aspect mineur mais qui, selon moi, est un peu supérieur aux autres aspects mineurs. Mais on en reparlera peut-être dans un autre épisode parce que là, c'est vraiment plutôt un guide débutant, d'accord? Donc ça, c'est vraiment le niveau d'interprétation qui va te donner le plus d'infos. J'ai mon soleil en trigone à Uranus. Je sais ce que représente le trigone et je vais t'en parler tout de suite. Je vais t'expliquer la symbolique et la signification de ce que représentent tous les aspects, d'accord? Mais vraiment, là, je te dis, ok, il y a un aspect harmonieux entre mon soleil et Uranus. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a un aspect dissonant entre Vénus et Saturne. C'est un carré. Qu'est-ce que ça signifie? Ça, c'est vraiment la base de la base et c'est de là que tu vas pouvoir tirer le plus de jus de ton interprétation. Ensuite, ce que j'appelle le troisième niveau d'interprétation dans le mentoring astro-intensif notamment, c'est l'ajout des signes. Ça veut dire que par exemple, si c'est un trigone, les trigones ont toujours lieu, alors toujours entre guillemets, attention, mais normalement, théoriquement, voilà, théoriquement, je reviendrai sur ce point juste après, entre des planètes qui sont dans des signes de mêmes éléments. Donc des planètes qui sont toutes les deux en signe de terre, des planètes qui sont toutes les deux en signe d'air, des planètes qui sont toutes les deux en signe d'eau, etc. Donc j'ai mon soleil en taureau, en trigone à Uranus en capricorne, c'est d'ailleurs le cas. Donc qu'est-ce que ça signifie, d'accord? Quelle est la différence entre un soleil en trigone à Uranus dans des signes de terre, taureau, capricorne, versus un trigone soleil-Uranus en signe de feu, un trigone soleil-Uranus en signe d'air, etc. Ça vient ajouter une certaine subtilité à l'interprétation de ce trigone. Mais
tout le jus, enfin la majorité du jus, moi je dirais vraiment 80% du jus, tu l'as squeezé à partir de Soleil, Trigone, Uranus. Ensuite, tu te dis, ok, c'est un signe de terre, qu'est-ce que ça vient ajouter comme finesse en fait? Là, tu vois, tu as cuisiné ton plat. Techniquement, imagine tu as fait tes œufs brouillés, tu pourrais les manger comme ça, mais si tu as envie de les rendre encore un peu meilleurs et d'y aller encore un peu plus loin, ce que tu fais, et ce qu'ils font dans les restos d'ailleurs, c'est que, tu vois, ils rajoutent un petit peu de chili oil, ils rajoutent de la ciboulette, ils mettent quelques épices, etc. Ça, c'est ce que tu viens faire avec le niveau 3 et avec le niveau 4, qui du coup est... J'adore les petites métaphores que je fais. Dis-moi dans les commentaires si tu kiffes les métaphores aussi. Est-ce que ça t'aide? Ok, j'ai une vraie question. Je fais une mini parenthèse de lune en gémeaux comme d'hab, t'as l'habitude ou pas si tu me découvres, mais si tu me découvres à l'instant, bah voilà, faudra que tu t'y fasses parce que c'est tout le temps comme ça. Je pars tout le temps, je commence toujours à faire un truc, je fais une parenthèse et ensuite je reviens. Et avec le niveau 4, du coup, bah, c'est l'ajout des maisons, tout simplement. Donc ça, c'est un petit peu différent que l'ajout des signes, mais tout simplement, tu vas aller regarder dans quelle maison sont les planètes concernées. Il y a un niveau 5, et ça, c'est vraiment un peu... Ça, franchement, le niveau 5, c'est un niveau d'interprétation que je te conseille d'aller chercher une fois que tu as maîtrisé les 4 autres niveaux. Parce que c'est vraiment, on va encore plus loin, mais une fois que tu fais ton interprétation de thème, tu peux aller regarder quelle maison ces planètes gouvernent. Si tu comprends pas ce que je dis, c'est que peut-être tu n'as pas encore le niveau pour aller regarder ça, mais tu peux regarder, donc j'ai pris l'exemple de Soleil, Trigone, Uranus, tu peux aller regarder quelle est la maison qui est gouvernée par le Soleil et quelle est la maison qui est gouvernée par Uranus, et ça va te donner, cet aspect-là va te donner des précisions sur ces domaines aussi. D'accord? Donc ça, c'est un niveau pour aller encore plus loin. Mais vraiment, je te conseille uniquement d'aller vers ce niveau-là une fois que tu maîtrises l'interprétation de thème et que tu arrives à vraiment relier les éléments entre eux. Mais vraiment, si tu débutes, parce que c'est un guide débutant pour les aspects, je te conseille vraiment de t'attarder sur l'interprétation de niveau 2, Soleil, Trigone, Uranus par exemple, Vénus, carré, Saturne, et tu vas déjà, comme je te l'ai dit, squeezer 80% du jus. Tu vas pouvoir, en fait, tu vas cuisiner ton plat et tu vas pouvoir le manger. Tu vois, tu vas cuisiner tes œufs, tu vas mettre sel, poivre et c'est tout. C'est bon, hein, tu peux le manger, c'est nutritif, etc. Et vraiment, les niveaux supplémentaires, tu viens ajouter la ciboulette, etc. Tu viens mettre les petits... tout ce qui fait que le plat est à un niveau supérieur. D'accord? Alors ensuite, là tu te dis, mais Amina, mais j'ai tellement d'aspects dans mon thème, par où est-ce que je commence? Parce que je vois qu'il y a plein de lignes, tu vois, par où je commence? Bon déjà, généralement, peu importe l'outil que tu utilises, mais généralement la conjonction, elle est symbolisée par un petit cercle vert. Les aspects avec des lignes rouges, c'est les aspects dissonants, et les aspects avec des lignes bleues, c'est les aspects harmonieux. Je vais revenir sur tout ça juste après. Tu vas déjà commencer par faire le tri, parce que les aspects qui vont te donner le plus d'infos sur toi, sur ta personnalité, c'est les aspects des planètes personnelles. Voilà, c'est la même chose quand on analyse une planète en signe. Uranus en signe dans ton thème astral a des infos à donner plus à un niveau générationnel qu'à un niveau personnel, à moins quand tu l'analyses en maison c'est un peu différent, mais je peux dire vraiment l'analyse de la planète en signe. Et c'est pareil en fait, les aspects des planètes générationnelles entre elles n'ont pas tellement d'infos particulières sur toi à donner, d'accord? Donc vous êtes beaucoup à être nés de la même génération, donc moi aussi j'ai la fameuse conjonction entre Uranus et Neptune dans mon thème en Capricorne, d'accord? Ça c'est vraiment générationnel, ça vient nous donner des indications sur nous en tant que notre place dans la société de notre génération, mais pas nécessairement à un niveau personnel, d'accord? Donc tu viens vraiment analyser les aspects des planètes personnelles et des luminaires. Donc les aspects que font ton Soleil, les aspects que font ta Lune, Mercure, Vénus et Mars. Oui, j'en ai pas... J'ai pas oublié. Donc, même si, par exemple, le Soleil fait un aspect à une planète générationnelle, c'est good. Mais il faut qu'il y ait forcément une planète personnelle dans l'équation. Une planète personnelle à une planète sociale ou une planète générationnelle et les planètes personnelles entre elles. Ok? Donc ça, c'est la première partie. Donc, tu fais le tri, tu regardes ton thème astral. Ok, donc mes planètes personnelles, quels aspects elles font? Est-ce que tu as un aspect Vénus-Pluton? Est-ce que tu as un aspect Lune-Mercure? Est-ce que tu as un aspect Lune-Neptune? Voilà, donc tu tries tout ça. Ensuite, certains sites utilisent un orbe qui est très très large. Moi, je trouve que 10 degrés, c'est trop large. Déjà, même 10 degrés pour la conjonction, je trouve que c'est trop large. Moi, je prends maximum 8-9 degrés pour la conjonction. Donc, vraiment, fais le tri. Tous les aspects qui sont au-delà de 10 degrés, tu les comptes pas. D'accord? Donc, tu gardes vraiment, je te dirais... Alors, je donne des orbes spécifiques pour chaque aspect dans le mentoring astro-intensif, dans toutes mes formations hein, notamment. Mais pour commencer, tu peux garder 8 degrés pour tous les aspects, d'accord? Mais vraiment, il faut faire le tri.
Ensuite, je vais donner un petit tip débutant quand tu commences, avant même d'ajouter la nature de l'aspect. Donc, il y a un niveau 1 bis, tu as le niveau d'interprétation 1 bis qui est avant de passer à l'interprétation de la planète avec la nature de l'aspect. Tu peux te demander simplement, ok, est-ce que c'est un aspect harmonieux, dissonant ou neutre? D'accord? Donc, la conjonction, c'est un aspect neutre. Le carré et l'opposition, ce sont des aspects dissonants et les trigones et les sextiles, ce sont des aspects harmonieux. Donc dis-toi simplement, ok, il y a Vénus qui est en contact avec Saturne, est-ce que c'est un aspect neutre, harmonieux ou dissonant? Et rien qu'avec ça, tu peux tirer quand même déjà pas mal d'infos. Ensuite, je vais te donner une règle, si tu la connais pas, cette règle va changer ta vie. C'est toujours la planète la plus à l'extérieur qui vient influencer la planète la plus à l'intérieur. Donc les planètes les plus proches du Soleil, nous avons dans l'ordre, toujours la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Donc c'est toujours la planète la plus lointaine qui va venir influencer la planète la plus interne, donc la plus proche du Soleil. Donc dans le cas d'un aspect Lune-Pluton, c'est Pluton qui va venir modifier l'énergie de la Lune, mais la Lune ne modifie pas l'énergie de Pluton. Et ça, c'est le cas pour les aspects des planètes générationnelles et sociales aux planètes personnelles. Et les planètes personnelles entre elles vont s'influencer mutuellement. Je fais peut-être une petite exception pour Mars, parce qu'un aspect Lune-Mars, je ne vois pas la Lune modifier l'énergie de Mars, parce que l'énergie de Mars est quand même très forte et très agressive, entre guillemets. Elle a beaucoup de force, d'accord? Donc la Lune ne vient pas influencer Mars, même si c'est considéré comme un aspect entre planètes personnelles. C'est pas le cas ici. Mais par contre, un aspect entre la Lune et Mercure, Mercure va venir influencer la Lune et la Lune va venir influencer Mercure et en fait, il va se créer quelque chose de différent, d'accord? Donc je reprends mon exemple Soleil-Uranus. C'est Uranus qui va venir modifier l'énergie du Soleil, mais le Soleil ne vient pas changer l'énergie d'Uranus. D'accord? Donc quand tu penses à ça, donc il y a un trigone entre Uranus et le Soleil, là tu te dis vraiment comment est-ce que Uranus, vu que c'est un aspect harmonieux dans ses côtés lumineux, d'accord, va venir influencer le Soleil. Donc quand tu penses à un aspect, alors je fais un petit raccourci, mais c'est un petit raccourci pour t'aider à cette interprétation. Tu peux te dire en fait que quand c'est un aspect harmonieux, ça va venir influencer la planète de façon entre guillemets positive, j'aime pas ces mots, mais vraiment je fais un raccourci pour vous aider à comprendre si vous débutez. Donc ça veut dire en fait comment Uranus pourrait venir influencer le Soleil d'une façon positive et bénéfique. D'accord? Et dans le cas d'un carré ou d'une opposition, c'est un aspect dissonant. Là tu te dis comment est-ce que Uranus pourrait venir influencer le Soleil d'une façon un peu plus négative entre guillemets. Encore une fois, je tiens à dire quelque chose de très important, j'ai l'impression que je le répète très souvent, mais c'est méga important. Les aspects dissonants ne sont pas mauvais et les aspects harmonieux ne sont pas bons. D'accord? J'ai utilisé les mots bon et négatif. J'aime pas utiliser ces mots-là parce que vraiment, il y a beaucoup de belles choses qui se tirent des aspects dissonants. Et je pense que les personnes qui ont accompli le plus de choses dans leur vie, qui sont vraiment très résilientes, qui avancent dans la vie, ont beaucoup d'aspects dissonants dans leur thème. D'accord? Donc, si tu vois qu'il y a beaucoup de lignes rouges dans ton thème astral, c'est pas négatif, c'est pas mal et bien au contraire. D'accord? Donc, je veux pas que tu penses que les aspects harmonieux sont mieux ou meilleurs que les aspects dissonants, c'est pas du tout le cas. C'est important d'avoir des deux. Si t'as pas des deux, si t'as que des aspects harmonieux, c'est pas mauvais non plus, d'accord? Ça signifie beaucoup d'autres choses. Et puis, on voit les défis dans le thème astral bien au-delà des aspects, d'accord? Il y a la lune noire, il y a Chiron, suivant comment ils sont placés dans ton thème. Il y a pas mal de choses qui peuvent nous donner des indications sur les défis que tu viens traverser, etc. Mais il n'y a rien de mal. Voilà, j'ai pas envie que tu tries les aspects dans des catégories. Ah, ceux-là, ils sont bons et ceux-là, ils sont mauvais. Je suis désolée, les gars, j'ai fait une mini parenthèse parce que j'ai dû donc arrêter l'enregistrement pour pouvoir le sauvegarder. Parce que la caméra s'arrête toujours au bout de plus de 20 minutes. Donc à chaque fois, je dois arrêter et recommencer. Et en fait, j'ai vite fait regarder mon téléphone et je viens de voir qu'il y a ma pote qui m'a envoyé le thème astral de son crush. Et du coup, j'ai trop envie d'aller voir. Ma passion dans la vie, les gars, d'aller analyser le thème astral des crushs de mes potes. Genre vraiment ma passion, et de mes crushs aussi. Genre vraiment, s'il y a un truc que je préfère dans la vie, je crois que c'est ça. Enfin, déjà de base, j'adore découvrir un thème astral pour la première fois. Genre, je pense que c'est une des choses que je préfère dans la vie. Pour moi, c'est le même level que la première gorgée de café le matin.
Genre, la première gorgée de café le matin et découvrir un thème astral pour la première fois. Genre, vraiment, c'est le même level de, tu sais, les petits plaisirs dans la vie. Et du coup, là, enfin, aller regarder le thème de son crush, mais genre, j'ai trop hâte de terminer l'épisode, même si je vous adore. Hein. Je vous aime cœur sur vous, mais j'ai trop hâte de terminer l'épisode pour aller regarder. Bref, je me concentre. Donc, on va parler maintenant des différents types d'aspects et de leur nature. Donc, le premier aspect, c'est l'aspect le plus important. Et vraiment, en astrologie en général, pas seulement en lecture de thème natal, mais aussi en signe astrie, en révolution solaire, en analyse de transit, tout ce que tu veux, en thème progressé. L'aspect le plus important, et pas seulement en analyse de thème natal, mais aussi en signe astrie, en composite, en révolution solaire. Désolée, je suis trop excitée. En révolution solaire, etc., en lecture de transit aussi, c'est la conjonction. C'est l'aspect le plus fort, c'est un aspect neutre, et l'effet que va produire une conjonction, c'est tout simplement que les deux planètes vont venir mélanger leurs énergies. Donc c'est comme si tu prends un blender, et tu mets la Lune, et tu mets Mercure, et tu mixes. Voilà. C'est l'effet que fait la conjonction. Alors évidemment, cette petite métaphore / analogie ne fonctionne pas avec les aspects des planètes générationnelles aux planètes personnelles, parce que si tu prends Pluton et Vénus et que tu les mixes, quoique ça fonctionne quand même. Hein. Mais tout ça en te disant que Pluton a un goût beaucoup plus fort que Vénus et que du coup, c'est Pluton qui va venir overpower. C'était pas un épisode de podcast de moi s'il n'y avait pas un mot en anglais que j'arrivais pas à traduire. Comment tu traduis overpower? Qui prend le dessus. Qui va prendre le dessus. Oui, c'est ça. C'est la bonne traduction. Qui va prendre le dessus. Ok, donc la conjonction mélange des énergies. C'est comme si les énergies des deux planètes allaient fusionner. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne en fait que ça peut autant partir dans les côtés lumineux que ça peut partir dans les côtés sombres. D'accord? La conjonction a toujours lieu entre deux planètes qui sont dans le même signe. Donc il y a des conjonctions qu'on appelle hors signe, ça veut dire qu'en fait elles sont valables par degré mais elles ne sont pas valables par signe, mais ce qu'il faut comprendre en fait c'est que dans son essence, la conjonction c'est un mélange d'énergie concentrée de la même énergie, d'accord? Donc c'est deux planètes qui sont toutes les deux en Capricorne, deux planètes qui sont toutes les deux en Lion, etc. etc. Tu peux quand même analyser les conjonctions qui sont valables par degré, mais si tu débutes encore une fois ton analyse des aspects, je te conseille de laisser celle-ci de côté, voilà. Quand tu débutes, tu les laisses un petit peu de côté et tu y reviens quand tu es plus à l'aise. D'accord? Quand je dis une conjonction valable par degré, ça veut dire que par exemple, tu as ton soleil à 29 degrés du poisson et ta Mercure à 2 degrés du bélier. Tu as une conjonction soleil-mercure, mais le soleil est en poisson et Mercure est en bélier. Du coup, ils vont venir mélanger leurs énergies, mais avec des signes différents et du coup, c'est un petit peu plus complexe à analyser. D'accord? Donc, tu laisses ça de côté et tu y reviens après. Ensuite, on a le carré et l'opposition qui sont, je dirais, tous les deux de la même force, d'accord? Les aspects dissonants, on les ressent en général plus que les aspects harmonieux, tout simplement. Je te donne une autre métaphore. C'est quand tu as un putain de caillou dans ta chaussure que tu remarques qu'il y a un truc qui va pas. Mais quand tu marches normalement, tu remarques pas que tu marches normalement. Mais c'est quand tu as un caillou que tu te dis il y a un truc qui va pas. C'est la même chose avec les aspects dissonants. Donc carré et opposition. On va commencer par l'opposition. Donc l'opposition a lieu entre deux planètes qui sont dans des signes opposés. Bélier, Balance, Taureau, Scorpion, Gémeaux, Sagittaire, etc. Tu peux encore une fois avoir une opposition hors signe. D'accord? C'est la même chose qu'avec la conjonction. Ça veut dire que par exemple, tu as un soleil à 29 degrés Poisson et tu as, je sais pas, la lune qui est à 2 degrés Balance. C'est une opposition hors signe. Encore une fois, je te conseille de la mettre de côté pour le moment. Donc ça veut dire en fait que les oppositions sont toujours sur un axe. L'axe bélier-balance, l'axe taureau-scorpion, etc. L'énergie de l'opposition, en fait, c'est vraiment qu'on est tiré dans deux directions différentes et on est amené à trouver l'équilibre entre les deux. Ça veut dire en fait qu'en général avec l'opposition, il y a une tension qui est créée, mais elle est créée par le fait qu'on a deux points de vue qui sont opposés, la résolution, en fait, le point de relâchement de l'opposition, c'est d'arriver à trouver l'équilibre sur l'axe.
En l'occurrence, quand tu viens analyser une opposition, je pense que c'est un petit peu le seul aspect où vraiment ajouter le signe peut t'aider à analyser l'opposition, parce qu'en fait, tu viens vraiment travailler sur un axe. Donc, apprendre à bien connaître l'axe sur lequel se trouve cette opposition, si par exemple c'est l'axe Vierge-Poisson, de vraiment bien comprendre qu'est-ce qu'implique cet axe, qu'est-ce qui se passe en Vierge, qu'est-ce qui se passe en face en Poisson. Donc, de vraiment bien comprendre ça, et vraiment de comprendre en fait que c'est en trouvant le point de relâchement, donc apprendre à trouver l'équilibre entre ces deux énergies-là, c'est ce qui va t'aider à soulager entre guillemets l'opposition. Mais ce qui se passe en général avec l'opposition, c'est que c'est un aspect dissonant qui est plutôt ce que j'appelle externe. Ça veut dire que la manière par laquelle il va se manifester, et ça c'est la subtilité que je fais avec le carré, c'est que ça va se manifester dans la vie à l'extérieur de toi. Ça veut dire que ça va se manifester à travers des personnes, à travers des situations. C'est pas forcément hyper interne et psychologique, alors que le carré, donc le carré, c'est un aspect qui a lieu entre deux planètes qui sont dans des signes de même modalité. Donc on a un carré fixe, un carré mutable ou un carré cardinal. Donc ça a lieu entre Bélier Capricorne, Bélier Cancer, Cancer Balance, etc. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment un aspect qui est plus interne. Par rapport à l'opposition qui est plutôt externe, où vraiment on doit apprendre à trouver l'équilibre et ça peut plutôt venir... Alors ça dépend, encore une fois, ça dépend des maisons, ça dépend des planètes, ça dépend de toi, ça dépend de ton thème astral, comme toujours, tu l'as compris. Je fais des généralités, c'est toujours difficile de faire des généralités en astrologie, mais on est obligé parce que je peux pas te faire un épisode de 6 heures où je te détaille tout. Mais tout ça pour dire que le carré, c'est vraiment plus interne. C'est plutôt entre nous. C'est avec toi, c'est entre toi et toi. Ça veut dire que ça se passe à l'intérieur. Il y a une friction interne. Et c'est, pour moi, le carré, c'est un aspect qui est beaucoup plus psychologique. D'accord ? Donc, faire la différence entre un carré et une opposition, c'est quelque chose qui peut te demander un petit peu de temps. Et surtout, ça demande de la pratique. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis autant de pratique dans le module sur les aspects dans le mentoring astro-intensif. Parce que c'est vrai que les aspects, il n'y a pas énormément de théorie. Tu vois, au-delà de tout ce que je vais t'expliquer d'un point de vue théorique aujourd'hui, il y a plus de théorie évidemment dans le mentoring, mais il n'y en a pas beaucoup plus parce qu'au final, bon, t'as fait le tour. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est vraiment pratiquer, c'est t'exercer, c'est y aller. Et c'est ce qui est le plus difficile à faire quand on est tout seul. Alors que dans le mentoring, moi je suis là derrière vous et je vous explique et je vous coach et je vous aide et je vous corrige surtout. Donc c'est ce qui fait là aussi la force de cet accompagnement. Mais bref, tout ça pour revenir sur le carré, c'est beaucoup plus interne, beaucoup plus psychologique, c'est plus entre nous et ça se manifeste pas nécessairement à travers des personnes ou des événements de la vie, mais c'est plutôt en fait nous qui allons le ressentir comme une sorte de... Tu vois, c'est comme... Moi le carré, je le ressens vraiment comme une crise... Enfin tu sais quand t'es crispé... Tu vois ce que je veux dire, t'es crispé à l'intérieur, genre tu sais quand t'arrives pas à lâcher prise et que t'es... Tu vois, pour moi c'est ça le carré, c'est l'énergie du carré. Je sais pas si t'auras compris, mais bref, voilà. Alors ensuite on passe au trigone. Donc le trigone c'est un aspect harmonieux qui a lieu entre deux planètes qui sont dans des signes de mêmes éléments. Donc je l'ai déjà expliqué en début d'épisode, mais deux planètes qui sont dans des signes d'eau, deux planètes qui sont dans des signes d'air, deux planètes qui sont dans des signes de feu, etc. Et donc le trigone en fait c'est un talent inné qu'on a, c'est quelque chose qui est naturel chez nous. C'est quelque chose qu'on sait faire, c'est quelque chose qui est là, c'est quelque chose qui est présent. Et le truc le plus difficile avec le trigone, c'est qu'en général, ça nous paraît tellement normal à nous, tu vois, qu'on a du mal à s'en rendre compte. C'est comme si, c'est la même chose avec tous les talents, toutes les choses que toi, tu sais faire naturellement. T'as l'impression que tout le monde sait le faire, mais c'est pas du tout le cas, d'accord ? Et ça, c'est vraiment... C'est le trigone, hein. C'est l'énergie du trigone, c'est quelque chose qu'on sait faire, c'est un talent inné, c'est quelque chose qui est en nous. Et du coup, dans le thème astral, ça se manifeste à travers des sortes de facilités. Voilà, c'est des facilités, c'est des choses qui sont là aussi. Donc, quelque chose de très important aussi dans la théorie des aspects, c'est que généralement, les aspects harmonieux viennent soutenir les aspects dissonants et vice-versa. Les aspects dissonants viennent donner de l'énergie aux aspects harmonieux. Okay. Il y a d'autres choses que je pourrais expliquer par rapport à ça, par rapport au fait qu'il y a beaucoup d'énergie qui se dégage des aspects dissonants, mais je vais rester sur des choses basiques, d'accord ? Parce qu'il y a encore pas mal de théories qu'on pourrait voir sur les aspects à ce niveau-là. Mais bref, le trigone, talent inné, énergie naturelle. Le sextile, il a lieu entre deux planètes qui sont dans des éléments complémentaires. Les éléments complémentaires, c'est la terre et l'eau, le feu et l'air. Donc une planète en signe de feu et une planète en signe d'air, ou une planète en signe de terre et une planète en signe d'eau.
Donc le sextile, c'est plutôt quelque chose, en fait, c'est une énergie qui est à ta disposition. C'est pas comme le trigone, c'est pas un talent naturel que tu fais hyper facilement, mais c'est une opportunité. C'est quelque chose qui est là, qui se présente à toi, tu peux la saisir ou pas. Généralement, on a plus conscience de ces sextiles que de ces trigones, parce qu'en fait, il y a quand même quelque chose qui fait qu'avec le sextile, il faut saisir, En fait, c'est quand on doit travailler pour quelque chose qu'on va vraiment porter de l'attention dessus. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on travaille avec ces carrés, d'accord, avec les carrés de son thème astral, on arrive vraiment à développer pas mal de choses, beaucoup de résilience, certains talents, etc., etc. Et c'est là en fait qu'on se rend vraiment compte de tout ce qu'on a déployé parce que tout simplement, on y a mis beaucoup d'efforts. Il y a quelque chose qui fait qu'avec les aspects harmonieux, on peut avoir tendance à se reposer un peu sur ses acquis parce que c'est comme si les choses venaient naturellement à nous, alors qu'avec les aspects dissonants, en fait, on a vraiment besoin de travailler parce qu'il y a beaucoup de friction qui se crée et ça crée énormément d'énergie dans le thème astral aussi et du coup, on doit vraiment apprendre à rééquilibrer ces énergies, qu'elles soient à l'extérieur ou à l'intérieur. Alors, on va prendre un exemple donc pour t'aider. Imagine ta Mercure en conjonction à Saturne. Comment est-ce que tu fais pour analyser ça? Tu vas tout simplement te demander comment est-ce que Saturne, donc Saturne, planète de la responsabilité, de la discipline, quand tu réfléchis à l'énergie de Saturne, tu te dis Saturne, c'est une énergie qui est dure, c'est une énergie qui est froide, c'est une énergie qui est rigoureuse aussi, c'est une énergie qui est rigide, mais c'est aussi une énergie de responsabilité, c'est une énergie qui get son shit together, tu vois. Comment est-ce que cette planète vient modifier l'énergie de Mercure, donc la planète de l'intellect, de la communication, la planète de notre langage interne, la planète qui nous aide à réfléchir, la planète du commerce aussi, etc. Comment est-ce que Saturne vient modifier l'énergie de Mercure? Voilà, c'est comme ça que tu vas venir interpréter les aspects. Donc ça, c'est une interprétation, comme je l'appelle, de niveau 2. Et si tu as Vénus en carré à Uranus, par exemple, tu vas te demander comment Uranus va venir modifier l'énergie de Vénus. Et il s'agit d'un carré, donc c'est plutôt les côtés sombres de cette interaction qui va venir influencer cet aspect-là. Donc voilà les gars, pour les aspects, c'était beaucoup, il y avait beaucoup d'informations. Je sais pas si tu as pris des notes, je sais pas si tu as peut-être besoin de réécouter cet épisode parce que c'était quand même assez condensé. Si jamais tu débutes, ça peut être peut-être un petit peu plus difficile à comprendre, mais en tout cas il y avait beaucoup d'infos et j'espère sincèrement que ça pourra t'aider. On va passer tout de suite au premier segment de l'épisode. C'est moi, j'interromps cet épisode 2 secondes pour t'annoncer que les inscriptions de mon accompagnement signature, le mentoring astro-intensif, sont officiellement ouvertes pour la 6e édition du mentoring. Le mentoring astro-intensif, c'est 6 mois d'accompagnement pour te former à la lecture de thème astral. Si tu as envie de te former professionnellement à l'astrologie pour devenir astro-coach, astrologue ou tout simplement utiliser l'astrologie comme un outil pour encore mieux accompagner tes clients, je te donne rendez-vous dans le premier lien dans les notes du podcast pour accéder à toutes les informations sur l'accompagnement. Attention, il s'agit d'un accompagnement de groupe qui se déroule en live, les places sont limitées et elles partent très vite en général. Donc si ça t'intéresse, je te conseille de te dépêcher d'aller checker toutes les informations. Tu peux même réserver un appel avec moi si jamais tu as des questions. Alors on passe tout de suite au premier segment de l'épisode. C'est le segment que j'ai appelé la Hotline Astro et c'est en fait un segment qui est né de la vidéo que vous n'avez pas encore vue, que je vais poster sur YouTube dimanche et il y a la suite dimanche d'après. Mais en fait, je vous avais demandé sur Instagram de me poser vos questions astro bouillantes, des questions love, sexe, etc. Et en fait, bon, je vous spoil un petit peu, mais vous êtes les vrais du podcast et les vrais du YouTube, du coup, c'est pas grave. Mais j'ai pas réussi à répondre à toutes les questions. Bah, bien évidemment, j'allais pas du tout réussir à répondre à toutes les questions. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai décidé de reprendre une question, peut-être, pour en faire un segment. Et du coup, je te mettrai un formulaire juste en dessous si tu as envie de me poser tes questions pour la Hotline Astro. Donc, hot, vraiment pour genre hot, tu vois. Mais ça peut être aussi des questions amour. Tu vas comprendre. D'accord, tu vas comprendre et je t'invite vraiment à aller regarder la vidéo dimanche parce qu'elle est très très sympa. Mais en gros, je réponds à vos DM love avec de l'astro. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que c'est la Hotline Astro. Donc, j'avais reçu ce message par DM. Donc, elle me dit, entre Astro BFF, le mec, un ancien collègue, avait Vénus et Mars, conjoint de 7 degrés en Capricorne, maison 7, les deux en carré à Saturne, qui est en Bélier, maison 10, et à la Lune qui est en Balance maison 5. Il a son soleil conjoint à Pluton, les deux sont en Sagittaire, il est ascendant Cancer, crush réciproque avoué, mini rapprochement et finalement retournement de situation avant même d'aller en date. Ma Vénus en Scorpion maison 5 s'est fait ghoster, first time. On s'est recroisés plus tard au taf quelques fois mais il me calcule plus.
Tu peux traiter plusieurs questions dans ton podcast si tu trouves intéressant, of course. Est-ce qu'il y a un placement qui peut expliquer le ghosting en général? Comment on séduit ce genre de placement Mars-Vénus? Je viens de réaliser que ma Vénus tombe parfaitement sur son chiron, une influence peut-être. Alors, merci pour ta question déjà, je trouve ça très intéressant. Donc, qu'est-ce qui explique le ghosting en général? Dans le thème astral, il n'y aurait pas un placement ou deux placements qui pourraient dire ça c'est un placement, tu vas te faire ghoster. Il y en a plusieurs. Déjà, de manière générale, globalement dans l'énergie, je rigole avec moi-même parce qu'en fait, hier j'ai partagé sur Instagram que j'étais en train de parler avec un mec et en fait je parlais un peu des placements de son thème et typiquement ça c'est le genre de personne, c'est très très pas sérieux / ghosting, vraiment. Généralement, les personnes qui ont beaucoup d'air dans leur thème astral ou beaucoup de feu dans leur thème astral, et encore une fois, ça dépend. On a fait tout un épisode sur les aspects, donc je pense que tu as capté que les aspects, c'était un sujet important. Ça dépend si par exemple cette personne a des planètes personnelles en aspect à Saturne. Tu vois, si par exemple, elle a beaucoup d'air dans son thème astral, mais je sais pas, elle a Vénus en conjonction à Saturne, c'est pas quelqu'un qui va nécessairement te ghoster. Mais globalement, d'accord, donc généralement, dans le thème astral, les personnes qui ont plus d'air ou plus de feu ou qui sont très air-feu pourraient avoir plus facilement tendance à ghoster, en particulier Gémeaux et Verseau, Sagittaire aussi, d'accord? Lion, moins. Vraiment moins. Balance, non, pas vraiment, tu vois. Mais ouais, Gémeaux, Sagittaire, Verseau, Bélier aussi, ouais. Ça, c'est vraiment plus des signes qui pourraient, encore une fois, avoir tendance à ghoster. Ensuite, il y a d'autres choses, un peu red flag, entre guillemets, mais c'est pas le bon mot, mais pour le ghosting, s'il y a Vénus en aspect dissonant à Uranus, ça peut expliquer... Ça peut, c'est pas toujours le cas, mais ça peut, d'accord? Maître du descendant, donc la planète qui gouverne le descendant en aspect à Uranus, donc généralement conjonction ou aspect dissonant. Voilà, Mars, Uranus, mais pas vraiment, c'est plus Vénus, hein, vraiment. Généralement, donc des personnes qui ont des planètes en aspect à Uranus, mais plutôt en aspect dissonant, donc Lune Uranus aussi. Donc ça, c'est un peu les aspects généraux. Je les ai pas tous dit, il y en a sûrement d'autres, d'accord, mais c'est un petit peu pour te donner la vibe. Il y a quelque chose qui revient très souvent et que je remarque très souvent parce que tu parles d'aspect Vénus-Mars. Vénus et Mars, dans son thème, ils sont conjoints, donc pour moi, c'est pas du tout un red flag. Mais par contre, Vénus et Mars en carré ou en opposition, c'est un placement, c'est un déplacement. C'est pas parce que tu l'as que tu l'es forcément, mais c'est un déplacement qui fait que c'est des personnes qui confondent le sexe et l'amour. Enfin, du coup, c'est des fuckboys. Pour le dire plus simplement. Je l'ai quand même remarqué à pas mal de reprises. C'est pas toujours vrai, c'est pas toujours le cas. Mais généralement, alors, si t'as Vénus et Mars en carré ou en opposition, peut-être que t'as du mal dans les relations. Ça, c'est quelque chose en général que je remarque, hein, au-delà du fait d'être une man-eater ou un fuckboy. Vraiment, c'est des personnes qui peuvent avoir de la difficulté, plus de difficultés dans les relations. D'accord, c'est pas insurmontable, ça dépend du thème comme d'habitude, mais voilà. Donc voilà pour le ghosting. Donc il y a pas, comme je te l'ai dit, il y a pas un placement. En général, c'est plutôt une énergie globale. Il faut qu'il y ait plusieurs choses qui, et surtout, je dirais de façon générale, c'est que c'est des personnes qui peut-être n'ont pas de placement entre guillemets intègre dans leur thème. Donc là, tu me dis qu'il a Vénus et Mars en Capricorne. Ça m'étonne quand même son attitude parce que le Capricorne, c'est quand même le signe le plus intègre du zodiaque. C'est vraiment l'énergie de Saturne en termes d'intégrité, d'honnêteté, etc. Donc, les personnes qui ont des placements en Capricorne ou des planètes personnelles en aspect à Saturne, généralement, c'est des personnes qui sont honnêtes, qui sont intègres, etc. Alors après, tu me disais quoi d'autre? Tous les deux en carré à Saturne. Mais du coup, tu vois, c'est en carré. Bien que ce soit en carré à Saturne, pour moi, ça enlève pas ce côté intègre. Donc vraiment, je comprends pas. C'est peut-être juste quelqu'un qui n'est pas une version mature et évoluée de son thème, hein. Soleil conjoint à Pluton aussi, c'est pas du tout un placement de ghosting, hein. Au contraire, ça c'est plutôt un placement de, tu vois, c'est pas du tout un placement de fuite pour le coup. Après, effectivement, si t'as Vénus qui tombe parfaitement sur son chiron, ça peut le trigger. Donc surtout si la chiron en Scorpion, du coup, si ta Vénus elle est en Scorpion et qu'elle tombe sur son chiron, ouais. Ça peut le trigger. Donc ça aurait pu influencer effectivement, peut-être qu'il aurait ressenti cette énergie-là, même si
si ta Vénus, elle tombe sur son Chiron, c'est une bonne chose en synastrie. Parce que ça veut dire en fait que grâce à ta Vénus, tu vas pouvoir l'aider à guérir sa blessure de Chiron. Donc c'est pas mauvais, hein. Au contraire, pour moi c'est positif. Mais s'il n'est pas prêt à guérir, il va fuir effectivement. J'ai pas vu le reste de son thème astral, mais pour moi vraiment c'est juste que ce type c'est pas une version évoluée de ses placements. Et je t'ai expliqué un petit peu voilà comment est-ce qu'on peut repérer le ghosting dans le thème astral. Donc j'espère que j'aurais pu t'aider. N'hésite pas à me soumettre ta question pour la prochaine hotline astro. Vous aimez le nom ou pas? On garde ou pas? C'est un segment que je vais mettre de temps en temps, tout comme Docteur Astro, tout comme les autres. Et on passe maintenant au deuxième segment de l'épisode. Oui, j'ai 2 segments pour vous aujourd'hui les gars. On passe à C'est Très. Donc C'est Très, c'était une série de posts que j'avais fait sur Instagram à la base. En gros, c'est très, tel ou tel signe, de faire ou d'être, si ou ça. Et ensuite, j'en avais fait 2 épisodes de podcast que j'avais appelé C'est Très. Et je me suis dit que ça pourrait être un segment sympa, donc j'avais mis un sticker sur Instagram. D'ailleurs, si tu veux participer à ce segment-là, faudra toujours surveiller parce que je mets toujours une boîte à questions sur Instagram pour vous poser vos questions. Je le fais juste pas pour la hotline parce que c'est plus facile de récolter les questions un peu plus longues sous forme de formulaire. Mais du coup, pour ces traits, je vous mets des petites boîtes à questions sur Instagram. Donc en gros, il faut juste être hyper vigilant et il faut me suivre à @gemtrotancy. Alors, c'est très taureau. Juste après avoir réservé ton voyage, de noter tous les restos où tu vas aller manger. Non mais les gars, c'est pas trop taureau de faire ça. Moi je sais que, alors je suis signe solaire taureau si jamais tu savais pas. Moi je sais qu'en fait, même avant de booker mon voyage, je vais d'abord regarder si la bouffe est bonne. Genre vraiment, ça m'arriverait pas de réserver des vacances dans un endroit où on me dit la nourriture elle est pas top. J'ai besoin qu'il y ait des bons petits restos, j'ai besoin de pouvoir avoir mon petit latte tous les matins. Genre vraiment, ça fait partie intégralement du voyage pour moi. Et par exemple, alors c'est dommage, ça veut pas dire que je vais pas y aller, hein, attention. Mais j'avoue que c'est quelque chose auquel je pense. Je pense que j'irai un jour parce que c'est un pays qui est magnifique. Genre les Philippines, on m'a toujours dit, c'est incroyable, c'est magnifique. Par contre, la bouffe, elle est pas bonne du tout. Et je t'avoue qu'en fait, parce que c'est important, non? Genre moi, j'ai besoin de bien manger. Enfin, bien manger, pas dans le sens copieusement, mais j'ai besoin de manger des choses qui sont bonnes à manger, quoi. Bref. C'est très vierge de juger les gens à la caisse du supermarché en fonction de ce qu'ils ont dans leur caddie. Eh non mais les vierges, je vous vois, hein. Tu vois les gens au supermarché qui te regardent comme ça en mode, ils regardent dans ton caddie, ils regardent ce que t'achètes. Bon, des fois je le fais aussi, mais j'avoue, je juge pas, tu vois. Mais je sais que j'ai des potes vierges. Quand on va au supermarché, genre limite elles me font des remarques en mode... Oh là là, t'as vu, mais elle achète ça, elle se rend pas compte, il y a tellement d'additifs alimentaires dans ce truc-là. Les vierges, je vous vois. C'est très scorpion d'écouter à la porte avant de sortir de chez toi pour t'assurer de ne pas croiser tes voisins. Non mais les scorpions. Alors je sais que vous détestez croiser vos voisins parce que les conversations d'ascenseur, et franchement j'avoue moi aussi, j'ai la lune noire en scorpion, donc je me reconnais quand même un petit peu là-dedans, j'avoue. Et j'ai Mercure en opposition à Pluton, du coup, je me reconnais un petit peu dans cette énergie-là aussi. Mais vraiment, de tellement détester croiser ses voisins que en fait, avant de sortir, t'écoutes à la porte pour vraiment t'assurer qu'il n'y a personne sur le palier parce que t'as tellement pas envie de faire du small talk. J'adore. Dis-moi dans les commentaires si ça te parle. C'est très Gémeaux de pas se rappeler du nom de la personne avec qui t'as discuté 5 heures la veille. Eh mais les Gémeaux, genre vraiment retenir les informations, retenir les prénoms des personnes avec qui vous avez des conversations folles, ok? J'avoue, je retiens pas les prénoms des gens. Genre vraiment, je vois quelqu'un et je fais « Hey, salut !» Je sais plus comment tu t'appelles. C'est très poisson de louper ta station de métro parce que t'étais dans tes pensées. Et non mais les poissons, soit t'es dans ta pensée, soit t'écoutes de la musique et t'es ailleurs et du coup t'es dans le métro et en fait tu regardes pas ce qui se passe et tu loupes ta station. Les poissons, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Moi je sais que ça m'est déjà arrivé. C'est très bélier d'avoir envie d'insulter les gens qui marchent trop lentement devant toi. Et non mais ça les gars, ça c'est un truc, franchement j'aurais pu l'écrire celle-là. J'aurais pu l'écrire parce que ça me rend dingue et surtout à Lisbonne, petite anecdote, les trottoirs sont hyper étroits. Je sais pas, c'est pas comme en Suisse ou comme en France. Je sais pas pourquoi à Lisbonne, enfin
j'arrive plus à parler, ça fait je sais pas combien d'heures que je parle, là j'en peux plus, architecturalement parlant, voilà, que la ville a été conçue, mais du coup les trottoirs sont rikiki, ça veut dire en fait que il y a une personne qui peut marcher à la fois sur le trottoir, et du coup si tu marches et qu'il y a quelqu'un qui marche plus lentement qui est devant toi, c'est grave difficile de dépasser cette personne parce que les trottoirs sont trop étroits. Si t'as déjà été à Lisbonne, tu connais. Mais du coup, ça me rendait folle en fait. Genre vraiment parce que les gens au Portugal, ils sont chill. Hein. Ils sont pas béliers. Ils sont chill. Ils sont peace. Ils sont pas pressés. Tu vois, ils marchent pas vite. C'est pas comme à Paris. Je vois la différence de ouf entre Lisbonne et Paris. Genre, quand j'allais à Paris, je me rappelle, quand j'habitais à Lisbonne, j'arrivais à Paris, j'étais là, wow, ici, genre, tu t'as l'impression que t'es, genre, poussé en avant tellement tout le monde marche vite et du coup ça, il y a l'énergie de la ville qui te donne de l'énergie. En tout cas moi ça me fait ça quand je suis à Paris, mais c'est très fatigant aussi. Bref, et enfin, c'est très Verseau de faire faux plan à la soirée que t'as toi-même organisée parce que tu t'es senti associable ce soir-là. Genre t'organises toute une soirée avec tes potes et tout, et en fait le jour même, le soir même, tu te dis ah mais en fait genre j'ai besoin d'être seule, je veux voir personne, je me sens associable aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller à la soirée que j'ai organisée. Dites-moi les Verseaux si ça vous est déjà arrivé, les placements en Verseau. Voilà les gars, c'est tout pour ces traits et je conclus cet épisode de podcast. Merci infiniment de l'avoir écouté jusqu'ici. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura aidé et diverti. C'est un peu le but de ces épisodes, tu sais, avec des segments. Il y a le cœur de l'épisode qui est là pour t'aider à progresser en astro, pour t'aider à comprendre certaines choses différemment. Et puis il y a les segments qui sont là pour ajouter une petite touche de spice et de fun dans ta vie. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez parce que ça m'aide énormément pour la création du contenu de ce podcast et d'autres contenus d'ailleurs. Mais vraiment, je mets tellement d'amour et tellement d'énergie dans ce podcast. J'espère que ça se ressent. Je pense que vous le remarquez quand même parce que voilà, c'est quand même beaucoup de travail. Du coup, j'espère sincèrement que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas si vous avez des suggestions, si vous avez des critiques constructives aussi, parce que ça m'aide du coup à progresser et à avancer. N'hésitez pas à m'envoyer tout ça par DM, peut-être plutôt les critiques constructives, s'il vous plaît. Non, je rigole. Vous les faites où vous voulez. Mais voilà, n'hésitez pas à me faire vos feedbacks, à me raconter vos lives, à me dire ce que vous en pensez. Je vous envoie plein d'amour. Et je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode du podcast. Bye!